je doutais beaucoup de moi, mais on dirait que cette parole a fait son chemin. Et je me suis dit, je peux plus mettre mon estime sur le regard de l'autre. Le regard de l'autre est trop fragile. Et la preuve, j'avais pas triché. Donc, si je plaçais mon estime sur quelqu'un qui était en train de se tromper ouvertement et moi, je savais qu'elle se trompait, alors même si je l'admirais, cette personne-là, le regard de quelqu'un ne pouvait pas suffire pour déterminer qui je suis. You are holy, Elohim, Ashaddai, you are holy, Elohim, Adonai, no weapon formed against me, Elohim, Ashaddai. À la lumière. Donc, comme tu vois, aujourd'hui, nous n'avons pas Sarah et Eliezer. mais, j'ai Priscilla. Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est une émission témoignage de Priscilla qui va nous apporter son témoignage. Donc, Priscilla, je te laisse la parole. Et Priscilla, tu viens quand même de la Martinique. Oui. Donc, on va savoir un peu tes débuts. Un peu par rapport à la Martinique. Toi, tu as grandi avec tes 2 parents, tes sœurs aussi. Mais on va revenir d'abord à tes 5 ans à peu près. OK. Tu commences à partir de là. Juste avant de commencer à partir de là, il faut savoir que avant la Martinique, je suis née en France. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Mes 2 parents, enfin, je suis d'une famille martiniquaise, mais mes 2 parents étaient en France quand ils nous ont eu, mes sœurs et moi. Je suis née dans une famille de 3 filles, mais j'ai une grande sœur une première relation que mon papa avait. Puis ensuite, il s'est mis avec ma maman, puis on a grandi avec. Et c'est vrai que quand on était en France, on avait vraiment un contexte hyper choyé. La seule communication que moi, j'avais reçue, c'est l'amour, en fait, des gens autour de nous, chez moi et à l'extérieur. Puis à le moment où mes parents rentrent en Martinique, donc on vient au pays. Et puis, à ce moment-là, mon intégration se passe pas très bien. Puisque quand j'arrive en Martinique, j'intègre la fin d'une année scolaire. J'avais à peu près 5 ans et demi, si je ne me trompe pas. La fin d'une année scolaire. Et puis, moi, comme j'étais une enfant très douce, très calme, j'avais jamais connu la violence, jamais. Donc, j'expérimentais le fait qu'une prof m'avait frappée gratuitement. Donc, je n'avais pas compris, puisque j'étais petite et j'avais jamais vécu ça. Et c'était la première fois que je vivais ça. Étant donné que je connaissais pas ce mode de fonctionnement, que je venais d'arriver, que j'observais, pour moi, ça a été la première fois que je vivais un mode d'exclusion, parce que c'est vrai que quand ça arrivait, mon père avait rencontré la dame. Parce que je vais te corriger, c'était comme ça un peu l'éducation en Martinique. Je sais pas, parce qu'en fait, j'avais rien fait. OK, c'est juste comme ça qu'elle t'avait frappé? Je crois que quelqu'un avait fait du bruit, ou elle avait considéré que quelqu'un avait fait du bruit, donc elle m'avait choisi. OK, puis voilà. devant toute la classe, OK, en même temps, ouais. Exact. L'humiliation aussi, j'imagine. Je l'ai pas vécu comme une humiliation, mais plutôt comme un choc, parce que dans ton cerveau d'enfant, déjà, frappée, je n'avais jamais connu ça, donc je comprends pas le message. De 2, vu que j'ai rien fait, j'étais plutôt choquée de ça. Puis, comme j'étais choquée, mon père a vu que je ne parlais plus, donc c'est là qu'il m'a cuisiné, puis j'ai dû avouer ce qui s'était passé. Mais au lieu de réagir avec sagesse, elle avait annoncé aux élèves qu'il ne fallait pas m'approcher. Parce que ton père était parti voir la professeure pour lui d'arrêter. Donc à ce moment-là, ça m'arrangeait parce que je me dis qu'elle va plus me calculer, mais en même temps, je vivais la première forme d'exclusion. En arrivant donc en Martinique. Et donc, quand j'arrive à l'école primaire, je tombe dans une école de fous furieux, littéralement, parce que je vis l'exclusion des élèves et du corps enseignant pendant tout le temps du primaire, en fait. Comment ça s'est passé plus du côté des élèves? C'était un choix. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une petite fille qui guidait le groupe. C'était une voisine à moi. Personne, je pense, ne savait que c'était ma voisine. Et donc, c'est elle qui choisit de m'exclure du groupe. Et les enfants sont très influençables. Donc, à partir du moment où j'étais au banc des exclus, le message, c'est que c'est une exclue. Donc, en fait, le primaire, dans la mémoire des enfants, l'étiquette est faite. Donc, je n'ai jamais été rétablie dans le groupe, même si j'ai changé de classe. Donc, en fait, tout simplement, je ne pouvais pas jouer avec eux, je ne pouvais pas rester avec eux. Donc, je faisais en sorte d'être toujours j'étais toujours à l'écart des enfants. Donc, la façon dont ça s'est présenté, c'est que quand j'allais en cours, je n'avais pas de contact avec les enfants, je les observais, ce qui n'est pas pareil que d'avoir une relation. C'était pas un lieu de sociabilisation. Puis avec le corps enseignant, étant donné que justement, peut-être aussi que c'est un problème sur l'île, il faudrait que je discute de ça avec d'autres compatriotes, mais c'était une école où les professeurs pouvaient corriger physiquement. Et comme j'avais déjà expérimenté ça, donc je m'arrangeais pour ne pas être vue. Donc c'est pour ça qu'on disait souvent que j'étais effacée pour éviter les coups. Donc je ne parlais jamais, ni dans les cours, ni dans la cour. C'est ça. Et quand j'ai fini mon année scolaire,
le mode exclusion, en fait, ça a été tellement programmé dans ma tête puisque j'ai fini mon CM2 derrière une porte parce que je suis rentrée une fois en cours, j'étais un peu en retard. Puis, il y a un prof qui m'a dit, cherche pas ta table. Dorénavant, quand tu vas rentrer et quand tu vas sortir, personne ne va te voir parce que tu finiras l'année derrière la porte. Donc, il avait placé mon bureau, ma chaise à côté de la poubelle. Donc, j'ai fini l'année. J'ai fait je crois que c'est 5 ans, CP, CE1, CM1. Non, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. J'ai fait mes 5 ans en mode exclusion. Tout en primaire. Tout le primaire. Ouais, c'est ça. Wow. Puis, tu me disais aussi que tu avais aussi vécu une autre forme de rejet. On parle, oui, il y a un rejet à l'école, mais que tu avais vécu aussi une autre forme de rejet aussi. Ouais. Du côté familial, pas du côté des parents, non, mais plus familial. C'est ça. Tu peux expliquer un peu plus par rapport à ça? Ouais, c'est ça. C'est une de mes grand-mères, en fait. Je sais qu'elle a une histoire derrière qui est difficile. Elle-même a vécu le rejet. Mais c'est pas moi seulement, c'est mes sœurs et moi. On a vécu vraiment une forme de... Je sais pas si c'est du rejet ou du mépris, mais on n'était pas traités comme les autres enfants. Voilà, que les neveux, que les nièces mises de côté. On ne mangeait pas à la même table que les autres enfants. On était servis toujours en dernier, donc il fallait toujours servir les autres avant. Et que, par exemple, un panier de pain devait toujours passer en dernier sur notre table. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous, vu qu'on était toujours dans le salon, s'il y avait trop de monde, on s'est même déjà retrouvé dans un KGB. Donc, c'est-à-dire vraiment, c'était jamais inclus avec les autres. Mais j'avais la chance que chez moi, je ne vivais pas ça. Il n'y avait jamais mes parents, mes sœurs, il n'y avait pas de favoritisme. On était toujours traités d'égal à égal. Il y avait un sentiment d'inclusion. Donc, ça créait un équilibre. Ouais, c'était vraiment l'école et la situation, c'est ça. La situation familiale. Puis, qu'est-ce qui a un peu créé ce déclic un peu pour toi côté de l'école pour pas continuer à vivre du rejet? Comment ça s'est continué après le secondaire et tout? Comment c'était? Quand je suis passée au collège... Étant donné que j'avais été tellement bâtie dans l'exclusion que naturellement, quand je suis arrivée au collège, je me suis naturellement assise dans les bancs à l'écart. Ouais. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais pas ça avait changé, que c'est une autre saison. C'est comme si on t'a programmé pour que ce soit ta place. Ouais, donc, exactement. Donc déjà, il faut savoir que quand j'allais à l'école, j'avais toujours les mêmes sensations, l'angoisse, la peur. J'avais peur des profs. J'avais l'angoisse des profs et j'avais aussi le sentiment de ne pas connecter aux gens. Donc, tous les jours en allant à l'école, j'étais angoissée, j'attendais que ça passe, je m'ennuyais, etc. Donc ça, j'ai comme répété des schémas. C'était devenu moi. Parce qu'au début, c'est comme si on m'a imposé l'exclusion, mais après, ça devenait ma personnalité. Ouais, tu l'as pris comme ton identité. Ouais. C'était vraiment mon identité parce qu'en fait, au bout d'un moment, je n'avais plus besoin des gens. Je ne désirais pas leur présence. J'attendais juste de rentrer chez moi pour être avec mes sœurs ou ma meilleure copine, voilà. Mais je n'éprouvais aucun intérêt envers eux. Et même quand les gens commencent à aller vers moi, je l'ai pris comme une attaque. Parce que je me souviens que tout de suite, je me levais puis j'étais en mode défense parce que je pensais que les gens venaient m'agresser. Donc, on disait souvent, Priscilla, elle est effacée, elle est calme, mais elle est sauvage. Et puis, je suis passée de l'ombre à la lumière vers la 4e. Il faut savoir que je ne mangeais jamais à la cantine parce que je ne savais jamais à côté de qui je devais m'asseoir. Et puis, donc, même t'attendais même que tout le monde... J'attendais que tout le monde passe parce que vu que je savais que je ne pouvais pas m'asseoir avec les gens, donc je devais attendre que tout le monde finisse de manger pour être sûre d'être à une table. Donc, je détestais la cantine. Donc, j'attendais de rentrer chez moi pour manger. Même si je prenais 30 minutes, je rentrais manger chez moi. Et un jour, j'entends sonner chez moi et je vois 3 ou 4 filles de ma classe qui avaient rétrogradé pour venir me récupérer. Alors que c'était plus proche du collège. Et c'est là qu'elles sont venues, puis qu'elles sont venues me chercher. Et même sur le coup, j'ai même pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elles font là? Pourquoi elles sont venues me chercher? Même ma voisine était choquée parce qu'elle a dit à ma mère, et je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a des filles qui sont venues chercher ta fille. Elle veut te protéger. Oui, parce que ça disait, tout le monde sait que même quand je suis chez moi, il y a des voisins qui ne me connaissent pas. Parce que même quand j'ai quitté pour venir au Québec, il y en a qui disent, je ne connais pas ta grande fille. J'étais vraiment... on ne me voyait pas. Mais là, à partir de ce moment-là, j'ai appris à avoir des compagnies. En plus, c'était des filles qui étaient connues, qui avaient bonne réputation. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à être dans la lumière. J'ai commencé à voir que les gens venaient vers moi. Oui, vraiment. J'ai commencé à constater ça. Et c'est les gens qui se sont imposés à moi qui fait que je suis sortie de l'ombre. Donc là, t'as développé des relations. Ouais. T'étais plus dans les populaires, un peu plus. Ouais. T'as grandi un peu comme ça. Puis comment ça se passait un peu ta dynamique d'amitié avec eux? Comment c'était? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, vu que les gens m'ont choisi,
je les choisissais pas. Donc, des fois, c'était cool parce que je rencontrais des gens cool. Et d'ailleurs, j'étais pas difficile. Tu venais me parler, je te parlais. Peu importe ta vie, infréquentable, fréquentable. J'avais pas appris à sélectionner les gens. C'était pas dans mon mode de fonctionnement. Donc, j'acceptais tout le monde. Et des fois aussi, j'avais des frustrations parce que j'avais l'impression qu'on m'imposait des relations. Genre, t'es ma meilleure pote, t'es ma meilleure amie. Parce qu'en fait, les gens venaient tellement m'arracher à la solitude qu'au final, il y avait comme un aspect positif et un aspect négatif. Mais j'avais appris j'avais pas de critères pour choisir les gens. Et heureusement que mes parents surveillaient, parce que sinon j'aurais eu plein de mauvaises fréquentations. Et donc, mes parents, je savais que je pouvais pas ramener n'importe qui à la maison. Donc, au final, ça a fait le tri autour de moi. Ça, c'est quand j'étais chez mes parents. Mais tu me disais aussi qu'il y avait aussi le volet parce que tu voulais plaire un peu à certains amis. Tu peux développer. Ouais, parce que sur le moment, quand j'ai commencé à voir les gens venir vers moi, j'ai pensé que c'était par rapport à mon style. Parce que j'aimais beaucoup m'habiller, j'aimais les vêtements jusqu'à présent, là, mais vraiment, j'aimais ça, quoi. Et je me suis dit, ça doit être pour ça que les gens m'aiment bien. Donc, en fait, j'utilisais ce truc-là que j'aimais comme un atout aussi. Et je me disais, je dois toujours m'assurer de le soigner parce que sinon, je vais perdre, en fait, cette lumière-là. Et donc, en fait, à un moment donné, c'était devenu genre le seul truc qui avait de l'importance, en fait. Sinon, si j'étais pas bien habillée, je baissais la tête ou j'avais honte. J'avais l'impression que j'avais perdu, on m'avait enlevé. Ton image était devenue tellement importante parce que là, c'était vu. Vraiment. Non, mais vraiment, pour moi, mon image, ma valeur était basée sur mon apparence. Parce que pour moi, c'est pour ça que les gens m'avaient choisi à la base. Et puis, j'ai expérimenté en seconde. Je suis tombée dans une classe où je travaillais pas. Par contre, j'étais toujours bien savée. Donc, bien habillée, impeccable. Mon réseau, ça se passe bien. Je connais tout le monde. Et puis, un jour, il y a un exercice de français que je dois faire. Puis, la prof me dit... là, je décide de travailler juste pour cet exercice parce que j'ai toujours aimé écrire. Puis, un jour, quand la prof donne les résultats, elle dit, moi, j'ai un problème avec un exercice. Puis, elle commence à faire un long discours où elle parle de tricherie, du fait qu'elle est capable d'attraper quelqu'un qui triche. Elle fait tout un long discours et on sent qu'elle va humilier quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui. Parce que moi, j'attends ma note, OK? Oui, toi, tu as travaillé fort. Oui, j'ai travaillé. Oui. J'ai travaillé. Et à ce moment-là, quand elle fait ce long discours, surtout que c'est une prof qui a énormément d'influence sur les enfants, elle est belle, même les garçons de la classe aimaient cette prof et tout. Elle finit par dire, le problème de la note que j'ai, c'est avec toi. Et cette note-là, elle mérite, je me souviens plus de la note, je dis au hasard, là, mais c'était une très bonne note. Ça mérite un 18, mais je vais te donner la note que tu vaux, je vais te donner un 4. La note que tu vaux. Que je vaux. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, à la limite, j'aurais pu bien vivre je ne pense pas que j'aurais bien vécu ce moment-là, mais j'aurais pu le vivre différemment. Mais je pense qu'avec mon background, j'ai eu l'impression qu'en fait, j'allais tomber de ma tour d'ivoire et je n'étais pas prête à retourner dans l'ombre. Oui, parce que tu avais déjà vécu un premier rejet d'un prof, c'est devant tout le monde en plus. Ouais, c'est ça. Puis il y avait déjà toute une atmosphère, tout le monde rigolait. Ouais. Je savais c'était quelle classe. Ça veut dire que je savais qu'il y aurait eu du harcèlement. Je savais que j'avais perdu le respect. Je sais qu'à ce moment-là, ils n'acceptaient pas cette classe. Ils n'avaient pas accepté que je triche parce que je les connaissais. Et je savais que je n'avais pas triché. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai fait une crise d'angoisse. Et j'ai été arrêtée pendant, je ne sais pas, peut-être un mois, quelque chose comme ça. Et c'est grâce à ce moment-là que mon père m'a parlé un jour et il m'a dit, écoute, si les gens doutent de toi, c'est pas parce que tu n'as pas de valeur, c'est parce que ce que tu as fait est tellement bon que, elle n'est pas capable de voir ta valeur. Donc, tu peux pas te placer ta valeur sur le regard de quelqu'un. Donc, il m'a dit, tiens, ouais, vraiment, merci papa. Et ma mère aussi, ma mère a toujours cru en nous et tout ça. Et en fait, c'est vrai que je doutais beaucoup de moi, mais on dirait que cette parole a fait son chemin. Et je me suis dit, je peux plus mettre mon estime sur le regard de l'autre. Le regard de l'autre est trop fragile. Et la preuve, j'avais pas triché. Donc, si je plaçais mon estime sur quelqu'un qui est en train de se tromper ouvertement, et moi, je savais qu'elle se trompait, alors même si je l'admirais, cette personne-là, le regard de quelqu'un ne pouvait pas suffire pour déterminer qui je suis. Donc, à ce moment-là, il m'a dit, tiens le coup, finis l'année, et puis je te change de lycée. Et c'est là que j'ai changé de lycée, et que là, je plaçais plus ma valeur sur le regard des autres, et j'ai commencé à développer des relations plus saines, même si j'avais quand même ce défaut-là de prendre tout le monde. Ouais. Puis là, ça continue. On va aller un peu un fast-forward. Tu as continué quand même à être très ouverte en amitié. T'es partie, oui, très, 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 très ouverte. Après, tu es partie en France pour continuer à étudier.
Ouais. C'était comment un peu la dynamique aussi pour toi? Comment ça s'était un peu? OK. Quand je suis partie à Bordeaux pour étudier et tout, faut savoir que jusque-là, comme je disais, mes parents, ils faisaient attention à mes fréquentations. Même moi, je savais. Donc, voilà. Là, j'ai commencé à choisir mes gens. Donc, les gens à qui je parlais, qui n'étaient pas fréquentables, mais qui n'étaient pas mes intimes, en Martinique, sont devenus mes intimes. C'était d'autres personnes, là, mais j'ai commencé à m'entourer de toutes sortes de personnes. Et comme je n'étais pas quelqu'un qui avait forcément énormément de critères, à partir du moment où je voyais la lumière de quelqu'un, ou que j'aimais, je sais pas, on dirait que je jugeais pas les gens selon ce qu'ils faisaient. Donc, en fait, pour moi, je pouvais les accepter dans mon intimité. Donc, en fait, les gens, bien comme des gens de mauvaises mœurs, faisaient partie de mon entourage. Puis, j'ai commencé à découvrir aussi énormément le monde. J'étais pas chrétienne avant, là. Non, t'étais pas chrétienne Non, j'étais pas chrétienne, en fait. Mais là, par contre, j'étais dans les mondanités. Parce que j'ai découvert les soirées. J'étais une fille des soirées. Tout le monde me connaissait dans les soirées antillaises là-bas. J'étais dans les soirées, les ambiances là-bas, la musique du monde, avec toutes sortes d'insanités. J'avais les valeurs du monde, carrément les valeurs du monde. Je vivais à la manière du monde, quoi. Et puis, en dehors de cette période où j'étais très portée sur les soirées, vivre pour moi, vivre l'instant présent, etc., il y a eu un moment donné où j'ai eu plus envie d'être dans un mode plus posé, mais posé en mode mondain. Et là, j'ai commencé à avoir un entourage proche qui était beaucoup dans la consommation de cannabis, des choses comme ça. Même si moi, je consommais pas, je passais mes soirées dans un nuage de fumée. Parce que de 19h du soir, par exemple, jusqu'à 2h, on pouvait parler pendant des heures. Ça faisait que rouler des joints. Ouais, c'est ça. C'était pas nécessairement simple. Puis tu l'as dit aussi, parce qu'on a quand même fait de la préparation off-cam, il y avait aussi cet attrait d'aller vers ces gens qui étaient un peu rejetés de la société parce que tu voyais aussi en eux un fond bon comparativement à toi quand tu étais plus jeune où on t'a rejeté malgré que tu avais de la grande valeur. Il y avait quand même un peu cet attrait vers ces gens-là qui étaient peut-être... Et même ceux qui n'étaient pas rejetés, en fait, c'est le simple fait que si je voyais quelque chose de bon en quelqu'un, même si ses actions me déplaisaient, alors ça me suffisait pour que cette personne-là fasse partie de ma vie. Ouais. Puis tu as même dit un peu au niveau de tes fréquentations, côté garçon, comment ça se passait un peu? Je faisais des mauvais choix. Je faisais que des mauvais... Ben, j'ai pas fait que des mauvais choix. Je pense que j'en ai fait un seul de correct. Mais j'ai commencé à faire de très, très mauvais choix. D'ailleurs, la dernière relation que j'ai vécue à ce moment-là, c'est quelqu'un qui consommait beaucoup. C'est pas quelqu'un qui me priorisait non plus. Je sais même pas si je cherchais ça non plus. Donc, et c'est d'ailleurs à cause de cette relation-là que j'ai fléchi le genou au départ. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait tellement pas de bonnes mœurs, qui partait trop loin dans ce qu'il faisait, qu'à un moment donné, je me suis dit, je peux pas avoir accepté ça. J'ai pas de limites. Où sont mes limites? Je me suis dit, oui, j'ai eu un wake-up. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Il y a plein de trucs. C'est pas la relation seulement, c'est la personne. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais comment... Juste rapprocher ton micro. Ah ouais, pardon. C'est là que je me suis dit, mais c'est pas moi, ça. Je suis pas cette personne-là. Ça me ressemble pas. Et comment c'est possible qu'il ait pensé que je sois cette personne-là? Et c'est là que je me suis dit, mais il y a un problème parce que je sais pas choisir. C'est comme si j'ai un déclic, je me suis dit, mais je sais pas choisir les gens qui m'entourent et qui sont dans ma vie. Donc là, j'ai fléchi le genou et comme dans mon analyse, j'ai vraiment compris que je savais pas choisir, j'ai demandé à Dieu, en fait, d'éloigner ce genre de personne. Pas à l'époque, t'étais pas... vite fait, où je m'endormais en priant, là. Je dis bonjour, merci Seigneur, au revoir, quoi. C'était vraiment vite fait. Ouais, et pas tout le temps. Mais là, par contre, j'ai fait vraiment une prière de supplication. Et j'ai dit, Seigneur, ne laisse plus personne rentrer dans ma vie qui soit pas bonne. Soit tu l'empêches d'arriver jusqu'à moi, ou sinon, c'est mon cœur que tu verrouilles. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment fait une supplication. Et à ce moment-là, du jour au lendemain, j'ai arrêté la relation, mais je ne désirais même plus cette relation-là, mais je ne désirais même pas les relations que j'avais autour de moi, ni la vie. C'est comme si Dieu avait coupé toutes les vannes. Un désintérêt, genre, vraiment. Vraiment, totalement. Et après ça, tu me disais aussi que tu as décidé de revenir en Martinique. Oui. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, comme le retour et tout ça. Ouais, au départ, j'étais censée rentrer pour les vacances et puis j'étais plus capable de revenir. Donc, j'ai laissé un appartement, j'ai laissé mon bail. Je me suis arrangée avec une de mes sœurs pour qu'elle rentre dans le logement. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais besoin de revenir aux choses de base.
Donc là, je me suis rapprochée, j'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé les choses dans lesquelles je m'identifiais plus, le fait que j'ai un lien fort avec ma famille, que j'ai besoin d'être au calme, dans la tranquillité et tout. Mais en fait, je me rendais pas compte que à ce moment-là, c'est comme si Dieu m'avait donné le dégoût du monde, mais que j'étais pas encore entrée dans la porte de la sanctification. Donc, j'étais restée au milieu d'un couloir et je savais pas que c'était spirituel ce que j'étais en train de vivre. Mais on a commencé à me voir dans les églises parce que j'ai commencé à me dire, j'ai envie de m'approcher de Dieu, mais j'étais pas transformée, donc c'était pas vraiment quelque chose de très abouti. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était le temps pour moi de quitter. Donc, c'est là que je me suis inscrite à un programme où on te tire au sort pour pouvoir partir dans un pays. Je choisis le Québec, le Canada précisément. Et puis, à ce moment-là, je savais que si j'avais la chance d'être piochée, ça pouvait prendre 1 an, 2 ans, peut-être 9 mois avec un peu de chance. Sauf que j'ai été piochée en quelques semaines. Oh, ça a été rapide. Très rapide. Ouais, c'est ça. Les choses. Et j'avais pas l'argent. J'avais rien de préparé. Donc là, j'ai annoncé à ma famille que je quittais. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, écoute, à partir de là, le livre, les pages sont blanches, écris l'histoire. C'est pas ma vie, ma vie, c'est ton histoire. Donc, t'es l'auteur de ma vie et puis réécris tout. Et donc, c'est à ce moment-là que je quitte la Martinique et que je sais qu'à ce moment-là, j'ai dit à Dieu clairement de tout réécrire, de recommencer à zéro. Oui, parce que déjà, avec l'événement qui s'était passé avec le garçon, c'est là que tu as commencé déjà à remettre les choses à Dieu. Ouais. Mais je savais pas, je m'en rendais pas compte. Tu t'en rendais pas compte, mais le simple fait de dire, Seigneur, bloque mon cœur de toute personne pas saine. Seigneur, ouvre la voie pour là où je vais. Donc, là, tu vas. On va pas rentrer dans tous les détails, mais c'était quand même compliqué. Toute la démarche pour venir au Canada aussi. Tu disais l'avion, tout ça. Mais finalement, tu as mis les pieds au Canada. Comment ça s'est passé? OK. Bon, je voulais un signe de Dieu quand même, parce que tu pars dans un pays que tu connais pas. Tout est nouveau là, tu es toute seule. Donc, il faut savoir que j'avais pris 3 semaines de logement. Après ça, je me dis, si je trouve pas de logement, je suis à la rue. J'avais un peu de sous, mais pas beaucoup. Donc, je me dis, OK, go Seigneur, ça commence. Et ma mère m'avait mis en contact avec un Québécois. Et à un moment donné, il me dit, écoute, Priscilla, ça te dit d'aller dans une auberge, j'ai un ami qui va nous loger. Donc là, je me dis, OK, on va le faire, mais j'ai pas trop le temps, donc on fait 1 ou 2 nuits. Et donc, à ce moment-là, j'ai pas encore trouvé mon nouveau logement. J'ai pas beaucoup de temps, mais je fais une pause. Donc, c'est en Beauce, en question. On va en Beauce, dans une auberge. Et j'arrive donc... Pour mettre en contexte aux gens qui nous entendent, il y a comme la ville de Québec, puis il y a comme des villes aux alentours. Puis la Beauce, déjà, au temps où tu étais venue, c'était quand même un peu comme la campagne. Ouais. Désolée s'il y a des Beaucerons qui nous écoutent, mais c'est un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je connaissais vraiment pas. Donc, on arrive là-bas. Et puis, à un moment donné, on est en train de manger. Donc, à ce moment-là, il y a le propriétaire, Michael, et moi. Je vois que Michael est préoccupé, puis qu'il me dit, je suis désolée, j'ai un problème de famille, je reviens te chercher demain. Et là, je me retrouve toute seule. Toute seule dans une ville que tu connais pas, dans un endroit que tu connais pas. C'est clairement ça. J'ai mal pris, mais j'ai rien dit. Je me suis dit, ça se fait pas, voilà. Bref, je décide de m'enfermer dans ma chambre, dans l'auberge, là. Et la fille, en fait, arrive, la fille du propriétaire arrive, et donc elle vient plusieurs fois dans la chambre, elle essaie de faire la discussion. Je suis pas très ouverte, là, je suis pas sociable. Mais je parle quand même vite fait. Après, je m'enferme, elle m'amène des chocolats, blablabla, bon. Puis, à un moment donné, quand elle a fait peut-être 3 ou 4 passages dans ma chambre, je finis par m'enfermer, je me dis, je sors même pas de là. Ouais. Demain, je me barre de là, quoi. Et je m'enferme, et puis... un moment dans la nuit, j'entends de la musique. Il faut savoir que j'aime beaucoup le piano et j'entends de la musique. Exactement ce que j'aime, c'est vraiment une mélodie classique, mélodieuse et tout. Et j'entends ce son-là. Et à ce moment-là, je sors de ma chambre. Et en fait, c'est comme si tout ce qui me bloquait, tout ce qui me frustrait, c'est à voler en éclats. Tout s'est apaisé. Oui. Et à ce moment-là, je suis descendue et je vois la fille et je lui dis, il y avait que la musique, que du piano pour me faire sortir. Et là, je vois son père qui est en train de jouer dans un piano à queue. Je me rends compte qu'en fait, la vue est magnifique. J'ai même pas fait attention à ça. Et on s'assoit. Et à ce moment-là, elle me raconte son témoignage parce que je suis ouverte à ce moment-là. Parce que la fille était chrétienne. Elle est chrétienne. Ouais. Et ça, à un moment donné, la seule chose que je retiens à part son témoignage, c'est qu'elle m'a dit « Je t'aime ». Je me souviens même pas de qu'est-ce que moi-même j'ai dit à cette fille-là. Puis quand elle m'a dit « Je t'aime », elle m'aurait dit ça 2 ans auparavant, j'aurais dit « Ah, gloire à Dieu ». C'est tout. Mais là, je me suis mise à pleurer. Tu as besoin d'entendre ça.
je savais pas que j'avais besoin de l'entendre parce que quand je me suis mise à pleurer, j'ai commencé à lui dire, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Elle-même me dit, c'est pas grave, moi, je veux comprendre. Et c'est là que je lui ai dit, je savais pas que j'avais besoin de l'entendre. Et quand j'ai dit ça, je me suis mise à réfléchir, puis en même temps, je pleurais, hein. Ça avait vraiment pas de sens ce que je faisais. Et là, je lui ai dit, en fait, je comprends pas pourquoi il m'aime. Et c'est là que ça a fait un choc. C'est comme si j'avais la révélation dans la présence de Dieu que cet amour, je ne pouvais pas le mériter. Wow. Ouais, ça a été c'était spirituel. Et je lui ai dit après en quittant, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. C'était une rencontre de Ah Dieu. ouais, vraiment. Vraiment. Et après ça, j'ai oublié. J'ai oublié la scène. Parce que c'est comme dans la Bible, là, les soucis du monde m'ont rattrapé. Ouais. Et quand tu dis oublié, tu veux dire qu'après, tu as comme oublié cet événement. Oui, j'ai vraiment oublié. Tu as continué parce qu'en même temps, tu étais venu ici, tu savais qu'il y avait... Il fallait rapidement que tu te mettes en place, que tu trouves un travail et tout. Donc, il me restait, je crois, 10 jours pour trouver un logement. Donc, on dirait que c'est venu comme capter mon esprit. Puis ah, mais vraiment. Donc, à ce moment-là, j'ai urgé, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé enfin une petite chambre avec petite kitchenette, toilette gauche. J'ai dit, je prends le logement. Et la fille qui vivait dans le logement a commencé à m'acheter des choses et tout avant de quitter. C'est quand tu m'as demandé de te raconter le témoignage, comme je voulais chercher son nom pour lui faire un petit coucou, que j'ai vu encore que j'avais eu un autre signe. Mais comme je connaissais pas la parole, je savais pas, mais elle s'appelait Rabi. Ah oui, ouais, c'est ça. Donc, c'était un autre signe de Dieu à ce moment-là. Et c'est dans cette fameuse chambre, en fait, où je suis arrivée avec toutes mes pensées mondaines, tout mon côté mondain. Je suis entrée mondaine, je suis ressortie chrétienne dans cette chambre-là. Ouais. Mais raconte-nous comment ça s'est passé dans cette chambre, ce lieu qui a changé ta vie. OK. Donc, à ce moment-là, ça faisait peut-être 2 ou 3 semaines que j'étais à Québec. Ouais. Ça va vite, hein? Il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Oui. Ouais, c'est ça. C'était en mode accéléré pour toi. Je te dis, parce que tout ce que je dis là, ça va se passer en 4 mois à peu près. Donc, à ce moment-là, je rentre dans la chambre et je trouve un travail, je suis vendeuse et tout ça. Et je me dis, avec le permis que j'ai pour rester là, parce que j'ai un permis, ce qu'on appelle vacances pour travail, PVT, j'ai pas le choix, si je veux rester à Québec et demander un permis, d'obtenir rapidement un poste qualifié. Oui. Donc, à ce moment-là, je savais que pour être dans les délais, il fallait que ça se passe dans les 2-3 mois qui viennent. Et je me suis dit, le meilleur, c'est de rentrer dans un ministère. Donc, clairement, je dis à Dieu, il me faut un poste au gouvernement. Je sais que j'ai un diplôme. Moi, j'ai fait du droit français. Oui. J'ai un diplôme c'est pas québécois, là. Genre, ça va être compliqué, même si j'ai eu des équivalences. Il faut que je rentre dans un ministère, je sais pas comment, mais il faut que je rentre. Donc, je prie pour ça. Pendant que je suis vendeuse, je passe des examens. Dieu me fait réussir le tout, sauf celui qui me permettait pas de pouvoir immigrer, qui était pas qualifié. Donc, j'ai raté celui qui est le moins qualifié. C'est Dieu toujours. Et donc, finalement, je finis par réussir ces examens-là. Et j'ai une amie qui me dit, c'est super, là, Priscilla, mais la deuxième étape, c'est qu'on t'appelle pour travailler parce que moi, ça fait 1 an que j'attends. Et j'ai dit, Dieu, j'ai pas son temps. Fais quelque chose. Et comme Dieu m'avait permis de réussir l'examen, je me suis dit, purée, Dieu m'écoute. Parce que là, je m'étais souvenu la rencontre. J'ai pas raconté, mais le pilote est sorti du cockpit pour m'ouvrir l'avion, alors j'étais pas censée entrer. Il s'est passé des trucs que... Oui, parce que c'était compliqué pour que t'arrives au Canada. Voilà. Donc, j'étais même pas censée... Il s'est passé des trucs de fou, là. J'étais obligée de faire simple. Mais je me suis souvenu de tous ces petits trucs et cette fille qui m'achète des choses et tout. Et là, je me dis, mais alors là, mais Dieu m'écoute. Donc, je vais l'écouter. Mais c'était plus en mode, tu m'écoutes, je t'écoute. C'était pas genre une soif. Et là, je me suis souvenu qu'on appelait la Bible la parole de Dieu. Donc, c'est là que je me mets à écouter la parole de Dieu. C'est là que je me mets à écouter la Bible. Et à ce moment-là, je découvre vraiment Dieu, en fait. Je découvre vraiment la grâce. Je découvre Jésus-Christ. Je me dis, j'aurais jamais pensé que Dieu était comme ça. Puis tu disais que tu passais des heures et des heures à écouter l'audio. Oui. À un moment donné, même, tu faisais rien d'autre. Je faisais rien d'autre, toujours. Sauf quand j'avais juste rencontré une fille, un couple guadeloupéen avec qui des fois j'étais chez eux. Mais si j'étais pas au travail ou si j'étais pas peut-être avec elle pour faire 2-3 trucs, eh ben j'étais que dans la présence de Dieu parce que j'écoutais soit des prédications, soit de la louange, soit des films de Dieu, mais je faisais rien d'autre. C'était un temps vraiment d'isolement, de désert. Complètement. Franchement, c'est comme si j'étais sur une montagne. Wow. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je crois que j'ai écouté la Bible en 4 mois.
Wow. Ouais, c'est ça. Au complet, ouais. 3 ou 4 mois, si je me souviens bien. Bref, pendant cette période-là, je découvre la révélation du péché. J'étais quelqu'un qui disait, la Bible, c'est les hommes qui l'ont écrite. Oui. Pourtant, je me rends compte que quand j'écoute, je crois à tout. Et même la conviction. La conviction était là. Et même les choses qui me dérangeaient, je trouvais de la gloire dedans. Des versets qui me dérangeaient. Je voyais la sagesse de Dieu et tout. Et j'ai fléchi le genou. Bien sûr, j'ai vécu aussi des expériences spirituelles dans cette chambre-là. En fait, il s'est passé des trucs de fou. Dieu t'a rencontré, t'a visité à de nombreux ouais, vraiment. Mais je pense même que j'ai senti son esprit. J'ai ressenti son esprit en moi. Et bon, tout ça se passe très vite. Hein. Ouais. Ce que je te dis, c'est peut-être en l'espace de 2-3 mois que je suis au Québec. Entre-temps, on m'appelle et j'obtiens 2 postes dans le ministère. Oui. Donc, non, mais rapide. Oui. Donc, à ce moment-là, j'ai le choix entre 2 postes. Oui. Donc là, j'ai dit, yes. J'ai le choix entre 2 postes dans un ministère. Ça fait quoi, 4 mois que je suis au Québec avec un diplôme purement français. Je me suis dit, c'est fou. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment sûre que c'est bon. L'histoire que Dieu écrivait, c'était vraiment en ma faveur, tu vois. Amen. J'ai plus douté. Et entre-temps, je vivais ma transformation. Donc, je mets vraiment mes genoux à terre et je me dis, mais je suis tellement reconnaissante à ce moment-là. Et c'est là que je me mets à chercher une église. Et donc, je trouve une église et je vais voir le pasteur et je lui demande le baptême. C'est ça. J'étais convaincue. J'étais convaincue. Puis, c'était la 2e fois que je venais parce que la première fois, c'était en repérage. Oui. Et le pasteur me connaissait pas. Donc, je lui ai dit, bonjour, je m'appelle Priscilla. Ça fait quelques mois que je suis arrivée. Je viens de sortir de ma chambre. Ça fait 2 mois que je suis enfermée. Mais je connais pas bien ici. Mais je veux donner ma vie à Dieu. Puis, il m'a dit, attends, tu vas me raconter quand même ton témoignage. Et c'est là que j'ai raconté mon témoignage. Et puis, peut-être qu'en tout cas, il a dû vraiment voir que j'étais convaincue parce que j'ai pas fait le parcours du baptême. Oui, ta démarche était sérieuse, réfléchie et tout. Vraiment. Donc, après, tu t'es fait rapidement baptiser. C'est pas Ouais, franchement, j'étais le prochain baptême. Ouais, avec le groupe. Donc, je me suis fait baptiser ce jour-là. C'est ça. Et j'avais pas eu l'occasion de partager mon témoignage parce que j'avais tellement pas la culture de l'église, du témoignage, que quand il m'a demandé est-ce que je voulais parler, ben moi, j'ai juste cherché mon confort. Donc, je lui ai dit, ben non, je veux juste me baptiser. Je me souviens, je me suis même dit, comme je suis arrivée toute seule, j'avais personne avec moi. Ouais. Je voyais que j'étais la seule qui était venue toute seule. Tu vois, j'avais encore cette mentalité de... Parce que tu sortais pas aussi. Je sortais pas, puis je connaissais pas grand monde, mais j'aurais pu inviter le couple en question, tout ça. Mais j'avais encore cette mentalité, je pense, de la solitaire, ouais, c'est ça. Et je me souviens quand je me suis fait baptiser, j'ai vu que j'étais toute seule, j'ai fait, t'inquiète, Jésus, c'est toi et moi. Genre, j'étais vraiment dans un mood. Mais ce que je trouvais extraordinaire, c'est que quand Dieu m'a fait entrer dans l'eau, et pour moi, c'est Dieu qui m'a baptisée, et sortir, je suis entrée avec cette mentalité-là, de l'exclu qui était bien en tant qu'exclu. Et quand je suis sortie, les gens ont manifesté une joie. Et j'ai su que j'entrais dans une famille. C'est comme si mon histoire d'avant était morte avec l'ancienne personne. Oui. Parce l'étiquette, l'identité. Vraiment, parce qu'en fait, je voyais pas les gens. Il y avait des spots partout, mais j'entendais les gens heureux. J'étais consciente que j'étais rentrée dans une famille. Ouais. Alléluia. Wow. Et après, t'as continué. Ouais. Wow, je trouve que c'est... Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. Je trouve que c'est vraiment un beau témoignage. Et je trouve la beauté dans ton témoignage, c'est vraiment la notion que Dieu change notre identité. Et que peu importe, c'est que les hommes auraient pu associer homme ou grand H à vous, que ce soit le rejet, que ce soit toutes des fausses compréhensions, ou peu importe le visage que les gens nous donnaient à cause de nos relations, ben c'est Dieu qui écrit notre histoire. Ouais. Et ce fait d'avoir fait des pas de foi, de t'être soumise, de t'être agenouillée et tout, d'avoir confessé, d'avoir confié à Dieu. Dieu prend au sérieux les prières. Et cette prière-là, ben, il t'a entendu, elle t'a porté plus loin. Et je pense que c'était même, t'as dit que Seigneur, ferme mon cœur à tout autre homme qui n'est pas toi. Mais je pense en même temps, Dieu a fermé ton cœur pour qu'il vienne prendre la première place. Ouais. Il a fait encore plus, encore mieux. Vraiment. que c'est que t'aurais pu. Donc, vraiment, gloire à Dieu. Amen. Merci, Priscilla. Je pense que ça va définitivement bénir des gens. Est-ce que tu voudrais prier pour les gens qui nous regardent, nous écoutent? Ouais, ok. Ben, je vais forcément témoigner pour aussi les gens qui ont vécu du rejet, peut-être. Ouais.
Seigneur, merci de m'avoir donné le courage de partager ce témoignage. Seigneur, tu sais pourquoi, tu sais toutes choses. Tu sais pourquoi tu as choisi ce format pour que je partage devant plusieurs personnes ce témoignage. Toi, Seigneur, tu m'as emmené de l'ombre à la lumière. C'est vraiment ce que tu veux faire dans la vie de quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui a peut-être vécu le rejet, peut-être qu'elle n'a pas la même histoire que moi, peut-être qu'elle a été méprisée, rabaissée, dévalorisée. Peut-être qu'elle place aussi sa valeur sur le regard des autres, Seigneur, mais c'est toi qui dis qui nous sommes, Seigneur, et tu fais de nous des enfants du Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu fais de nous un sacerdoce, vraiment, Seigneur. Tu nous couronnes, tu fais descendre ta gloire sur nous, Seigneur. Alors, je prie véritablement, Seigneur, que toute personne qui a subi du rejet, toute personne qui a été exclue, Seigneur, que tu la rétablis. Au lieu où tu l'attends, Seigneur. C'est toi, Dieu, qui détermine qui nous sommes, Seigneur. Et la joie que tu m'as donnée, Seigneur, les amis, le sens de la famille, de l'unité, Seigneur, du corps que tu m'as permis de vivre, même là où tu me mets à servir, Seigneur, où je peux connecter avec plein de gens, Seigneur. C'est la preuve que on n'est pas ce qu'on a vécu, mais on est ce que tu dis que nous sommes, Seigneur. Et je prie vraiment que tu révèles cela dans la vie de quelqu'un et que tu la remplisses de tout ce qui lui a été retiré, Seigneur. Je veux vraiment te bénir, Seigneur, et te rendre toute la gloire pour ce que tu as fait dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est vraiment un témoignage de l'ombre des hommes à la lumière de Dieu. Amen. Allez, à la prochaine, la lumière. À la prochaine. Bye.